c'est une surdité profonde de naissance. C'est-à-dire que quand on a découvert ma surdité à 9 mois, on a dit à mes parents, votre fille ne parlera jamais. Et en fait, j'ai programmé mon suicide. On peut parler plus bas. En fait, c'est soit la mort, soit je remontais. Le courage a été aussi de me libérer de ça. De cette part d'ombre, de cette part d'animalité, on va dire. Pour faire quelque chose, en fait, qui élève. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Bonjour, on se retrouve sur La Traversée et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Virginie Delalande. Bonjour Virginie. Bonjour Hervé. Je suis très content d'avoir Virginie parce que c'est pas habituel d'avoir quelqu'un qui est une grande communicante et qui, en même temps, a eu des soucis pour se faire entendre une bonne partie de sa vie. En effet, on va mettre fin au suspense. Ce qui se cache derrière l'action que vous attendez, c'est une surdité profonde de naissance. C'est-à-dire que quand on a découvert ma surdité à 9 mois, on a dit à mes parents que je ne parlerai jamais. C'est un petit peu rigolo, effectivement, de faire apparaître alors qu'on n'entend pas, ça va, et qu'on ne le connaît pas. Alors, Virginie, je disais tout simplement que c'est étrange pour moi de penser que tu ne t'entends pas, moi qui aime le son, qui aime la qualité de la voix, qui aime les atmosphères sonores, de m'apercevoir que je suis avec quelqu'un pour qui ça c'est un concept. Ah, mais qu'il soit fou même. Oui, et donc au quotidien, j'imagine que c'est une autre vie pour toi. Et une autre vie, mais une vie aussi pleine, une vie épanouie, une vie effectivement dans laquelle les choses ont énormément de place, mais pas forcément l'audition, c'est sûr. Oui. Je comprends bien que quand on a un sens en moins, ou même simplement diminué, je vois comment ça nous oblige à augmenter les autres. Alors très honnêtement, c'est sûr que tout le monde m'a revoyé et pendant des années, je n'avais pas particulièrement l'impression que c'était vrai, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'effectivement le toucher par exemple, et ne pas forcément la vue, est un son que j'ai particulièrement développé, c'est-à-dire que je suis hypersensible au toucher de quelqu'un. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un de très tactile aussi, naturellement. J'ai développé un petit peu, effectivement, le goût, l'odorat, je ne sais pas non plus. Je ne suis pas, par exemple, née par un parfumeur, des choses comme ça. Et la vue, effectivement, avec la vie que nous avons aujourd'hui, je fais partie des personnes qui portent des lunettes. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une très belle vue. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'ai une vision latérale. C'est-à-dire sur les côtés, 20% supérieure à la vôtre. Et là, pour le coup, c'est une question de sécurité. Parce que s'il y avait une trottinette qui passe à côté, un vélo, une moto, une voiture, s'il n'y a pas le son, il vaut mieux l'avoir très tôt, pour que vous ne l'entendez pas. Ouais. Bah, comme nous, aujourd'hui, avec les voitures électriques, on n'entend pas rien, mais presque rien, et on peut être surpris. Mais alors que moi, c'est alors que toi, j'ai l'habitude, en fait, je suis préparée depuis ma naissance. Alors, il y a ces aspects que j'appellerais pratiques de la vie, mais il y a aussi peut-être aussi toutes les difficultés, les injustices que tu as dû vivre par l'ostracisme des gens ou qui comprennent pas, ou qui veulent pas comprendre, ou qui t'ont enfermé. Hein. Je connais toutes tes phrases, en tout cas, sur ce qui était impossible et que tu as osé faire.
Alors effectivement, j'ai eu la chance, peut-être, comme dans l'histoire de la petite grenouille, de ne pas avoir entendu les premières années ce mot impossible. Mais c'était mes parents qui l'ont donné. Votre fille ne parlera jamais, elle n'apprendra jamais à lire ni à écrire, elle n'aura pas ce bac. Et en fait, je pense que quelque part, ça a préservé aussi mon insouciance d'enfant. Jusqu'au jour où c'est moi qui ai été confrontée au fait à une petite fille qui m'a dit je ne veux pas jouer avec toi, tu parles trop mal. Et comme je lisais énormément, le mot handicap, quand son petit frère est venu voir ce qui se passait, il lui a dit mais sois gentil avec elle, elle a un handicap. Ça a été terrible. Parce que dans mon référentiel à moi, je ne me considérais pas comme une personne en situation de handicap, pas du tout. Mais je pensais que ma différence était la même qu'une personne qui portait des lunettes. Moi, je portais des appareils, ok. Une personne qui avait une couleur de cheveux différente, une morphologie différente, une couleur de peau, une culture, une origine différente. Je pensais qu'on était tous à peu près égaux de notre différence. Pas du tout. Et en fait, effectivement, à partir de là, j'ai commencé à observer le comportement des gens, et qui étaient à l'aise avec moi ou pas, toutes les stratégies d'évitement et même tous ces injustices, finalement, que moi j'analysais comme des injustices, mais qui en réalité étaient le reflet d'un malaise. Par exemple, quand il y avait des équipes à constituer pour faire du sport, jouer au volley, ou peu importe. Quand on ne me connaissait pas, j'étais toujours la dernière choisie. Alors, quand on me connaissait, j'étais toujours la première choisie, parce que j'étais la première de la classe au sport. Et je courais très vite, j'avais une bonne frappe, bref. Et donc, c'était ce décalage permanent entre ce que les gens connaissaient de moi, qui était très valorisé au positif, et quand ils ne me connaissaient pas, je devenais la dernière personne à qui on avait envie d'adresser la parole, à qui on avait envie d'accorder du temps. Et tu as ça, tu l'as pas vécu en tant qu'enfant, bien sûr, tu l'as vécu aussi en tant que jeune femme, enfin adolescente, jeune femme, et aujourd'hui encore. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que, j'ai entendu que tu disais, ce n'était peut-être pas de l'injustice, mais peut-être un malaise. Comment tu définirais ce malaise ? La peur de la différence. C'est, je ne sais pas comment gérer. Comment je dois me comporter, et si je ne comprends pas, et si elle ne comprend pas. En fait, c'est trop de questions pour moi, et je suis de la faute. C'est une trop grosse sortie de zone de confort. Je ne me sens pas à la hauteur. Et puis parfois, peut-être aussi, derrière, pour certaines personnes, une forme de supériorité sociale. Il faut quand même le dire. Oui, ok, bien sûr. Certains ont un complexe de supériorité. Ouais. Oui, ou alors en te regardant avec un sentiment que tu devrais te sentir inférieur. Exactement. À défaut qu'eux ils soient supérieurs, tu es au moins toi inférieur. Exactement. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, en fait, c'est très difficile de bien faire la part des choses, et puis on pense que c'est nous le problème. Donc en fait, on intériorise le fait qu'on dérange, le fait qu'on est au trop, le fait que personne ne veut nous donner notre place, et que c'est à nous de la faire. Mais avant de comprendre que c'est à nous de la faire, il y a tout un chemin aussi d'acceptation et de j'arrête de subir, mais je prends ma vie en main. Et le rapport ensuite avec... parce que j'imagine que ce rapport-là, tu l'as vécu d'abord en famille, ou avec ton entourage proche, mais aussi, je parle d'entourage proche, ça peut être tes voisins, d'accord, ok, comme, je sais pas, ta famille plus élargie, pas seulement tes parents, d'accord, ok. Comment tu as vécu ça aussi dans un cercle proche ? Est-ce que tu te sentais protégée, ou est-ce que même là, c'était difficile pour toi ? Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, mais qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des parents plutôt décomplexés par rapport au handicap, c'est-à-dire que pour eux, j'étais une enfant normale, que j'allais mener une vie tout à fait normale, que si j'avais envie de faire de la danse, du piano et tout ça, où est le problème ? Et ils avaient bien raison, où était le problème ?
Sauf que, à l'inverse, ça a quand même généré une espèce de déni des difficultés que je pouvais avoir, avec cette particularité que, comme personne ne vivait finalement ce que moi je vivais en termes de situation, quand je posais le problème, il culpabilisait parce qu'il se disait on a essayé d'éviter qu'elle soit malheureuse, mais ça arrive quand même. Donc c'est de ma faute, parce que c'est d'origine génétique, nanana, donc premier aspect. Et puis deuxième aspect, nous non plus, on ne sait pas comment t'aider. Et en plus, la conséquence du premier point, c'est que ça pleurait derrière, ou ça prenait tout de suite une mine sombre. Donc forcément, la conséquence suivante est qu'au bout d'un moment, je n'en parlais plus. Donc j'ai vraiment gardé ça pour moi, intériorisé. Et puis en plus, évidemment, fait mes analyses de petite fille avec la maturité d'une petite fille, d'une adolescente, et une adolescente en colère. Donc tu as gardé cette colère longtemps? Ah ben bien sûr, ça a duré jusqu'à l'âge de 28 ans. Je suis arrivée au bout d'une forme de dépression. Alors, c'était paradoxal parce que, à la fois extérieurement, je cochais toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y avait une réussite scolaire, puisqu'il y avait eu un diplôme d'avocat, il y avait une réussite professionnelle, puisque je travaillais comme comité de direction d'une compagnie d'assurance. Je gagnais extrêmement bien ma vie, parce que je gagnais autour de 7 000 euros par mois. J'étais mariée, j'avais 2 enfants, j'avais une maison, j'avais un chien, enfin, je cochais vraiment toutes les cases. Mais intérieurement, j'étais malheureuse comme la pierre. Et en fait, la raison, c'était la dissonance qu'il y avait entre cet apparent que je donnais, où tout allait bien, où tout ce qui me blessait passait sur moi comme sur le plume d'un canard. Mais dans la réalité, je prenais tout à plein cœur. Et je ne savais pas quoi en faire. Donc tu n'avais pas l'impression de faire du déni à ce moment-là? Non, je n'avais pas l'impression de faire du déni parce que je le savais. Mais je ne savais pas comment réconcilier ces deux parties de moi. En fait, cette femme forte, puissante, qui avançait malgré les obstacles, qui était dans la résilience plus. Et qui ne se laissait pas mettre des barrières, qui avait de l'ambition, et puis qui menait sa barque aussi de femme et de mère, puisqu'il y avait quand même deux femmes aussi en situation de handicap. Et sur côté, mais j'ai l'impression qu'on me renvoie en permanence à mon handicap, malgré tout ce que je peux faire pour compenser, pour le cacher, pour être la nana hyper sympa, la nana hyper pro. Et d'ailleurs, il y avait sur les arrêts d'augmentation de salaire, sur les arrêts un portefeuille de responsabilité qui s'élargissait, donc c'était pas le problème. Mais pourquoi, malgré cette réussite, on continuait à me raccrocher au téléphone à cause de mon action? Pourquoi, dès que je sortais, des gens qui me connaissaient, on me considérait comme une moquerie, etc., etc. Ils me disaient, mais comment je me sors de ça, en fait? Donc, j'entends cette colère et donc cette pression intérieure qui donc appelle la dépression. Tu vois, oui. Il faut calmer. Bien sûr. Oui, c'est en fait, l'écart était tel qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je suis dans une espèce de roue du hamster, ma vie m'échappe. J'ai l'impression que c'est bataille après bataille, il n'y a plus aucun plaisir. Parce qu'en fait, j'étais devenue intérieurement tellement fragile, un peu comme un homard qui a sa carapace. Mais celui, un homme, sa carapace, il prend et puis il mord. Et moi, j'en étais là, en fait. Et je n'étais plus capable d'absorber le moindre truc qui venait taper sur ma faille. Alors, ce n'était pas le handicap en tant que tel, c'était ma confiance en moi, la vraie. C'est qui suis, quelle est ma valeur, quelle est ma place, pourquoi je suis née avec un handicap. En fait, quel est mon destin, et qu'on peut naître avec le destin de souffrir toute sa vie, ou qu'il y a un con que je n'ai pas craqué, en fait.
Et je ne le trouvais pas ce code. Ok. Et alors Suspense. Et alors Oui, c'est ça. tu as... On n'est pas obligé de faire toute ta vie, hein, mais tu vois, peut-être que ça... Qu'est-ce qui, à un moment donné, a été clé, là, pour toi? Ah bah, ça a été assez radical et enfin, j'arrive aujourd'hui et je me dis c'est tellement moi ce truc-là de partir dans les extrêmes et en fait j'ai programmé mon suicide et j'ai été repêché. Bien. Donc en fait on peut pas aller plus bas. C'est ça. En fait c'est soit la mort, Ouais. soit je remontais. Ok. Donc t'es remonté. Ou on t'a remonté. Je me suis remontée. C'est bien. Ok, d'accord, j'entends. Mais le déclic, en fait, a été que la façon dont j'ai été repêchée, parce que j'ai été repêchée non pas le jour J, non pas à l'heure H, mais la veille. Parce qu'il y avait ce métro d'Addis, qu'il allait passer quelque chose de grave, apparemment. Et donc, je me suis retrouvée en urgentothérapie avec une thérapeute que je ne connaissais pas. Et il faut savoir que des thérapeutes, j'en avais fait, mais pléthore. Et toutes les formes de psy, quelque chose, de psychiatre, psychologue, psychothérapeute, bref. Et à chaque fois, l'angle dans lequel on me prenait était, bah, c'est normal que vous ayez mal avec un handicap. Sauf que c'était pas ça mon problème. Et me disait, bon, il n'a pas bien compris, donc deux choses, trois choses. Sauf qu'au bout de la troisième séance, on était toujours avec cette même focale. Dans cet angle. Et je me suis dit, non, mais en fait, il aura compris, si on n'est pas la bonne personne, dehors. Et puis il a dû virer peut-être une dizaine. Et c'est la raison pour laquelle on était arrivé là, c'est que j'ai demandé de l'aide, mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Et donc, cette femme, qui a atterri, donc c'était un mercredi soir, il pleuvait, il faisait froid, Tom, horrible. Et m'accueille de ce bureau. Et puis en fait, elle ne me demande pas qui je suis, ça va, rien. Elle me dit juste, je suis là pour toi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça, parce que j'ai besoin de personne, en fait, personne ne peut m'aider, donc... Sauf qu'elle avait une espèce d'énergie un peu douce. Apaisante. Son cabinet était complètement épuré, il n'y avait rien à part elle sur le bureau, et puis une espèce de lit un peu trémoleux. Puis je ne savais pas quoi faire, ou m'asseoir, enfin sur un lit, il y avait quand même ma dignité, je me mets sur le siège enfin, de ce bureau. Et puis, en fait, je me suis retrouvée face à moi-même. Et je pleurais, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je pleurais, en fait, toute la séance. Et je pleurais comme ça, une fois par semaine, pendant un an. Sans dire un mot. Et cette femme était toujours dans l'accueil. Était toujours, ne cherchait pas à me tirer le verre du nez, comme vraiment, mes sanglots étaient trop forts, comme vraiment, j'étais submergée, elle me prenait simplement de ses bras, un peu comme une maman qui berce un enfant. Puis je me dis, oh là là, qu'elle va me toucher, c'est pas possible, j'avais une hyper résistance. Puis en fait, je me suis laissée petit à petit à m'adouer. Et en fait, je pense que c'est simplement le fait qu'on m'accepte comme j'étais, donc relié. En fait, ces deux parties, je n'avais plus besoin d'être forte. Je pouvais lâcher, en fait, émotionnellement, ce trop-plein. Tu pouvais être Virginie. Pardon? Tu pouvais être Virginie. C'est ça, exactement. Tout ça a duré un an. Et puis un jour, j'ai parlé. Et elle n'a même pas été surprise. Elle ne m'a pas dit, ah, ça y est, oui, je ne sais pas quoi, dans le genre. Rien. Donc, elle a vraiment été de l'accueil. Et la seule chose qu'elle a faite, c'est qu'à la fin de la séance, elle m'a dit, je reprends Océane.
Et en fait, là, je me suis sentie entendue. Dans toute cette accumulation, et je me suis dit, j'ai la bonne personne. Donc, enfin, je vais pouvoir être aidé. C'est ça. Et après cette première année, on a travaillé 2 ans encore ensemble. Et ça a été 2 ans où on a dénoué la pelote. Et effectivement, on s'est limite pas occupé de mon handicap. Parce qu'effectivement, je n'étais pas ça le problème le plus important. J'en avais plein d'autres, comme tout le monde. Oui, elle s'est occupée de tes peines. C'est ça, elle s'est occupée de mes peines. Et puis, elle m'a permis de reclasser les choses, peut-être d'une manière plus mature, plus adulte. Parce qu'évidemment, il y avait plein de choses qui étaient construites dans l'émotionnel, et parfois avec des émotionnels d'enfants, et puis même d'enfants très petits. Donc il a fallu en fait faire grandir toute cette partie, et puis relier notre part d'enfant, c'est notre part d'adulte. Et puis après, comprendre qu'on pouvait faire de tout ça. Parce qu'évidemment, on n'a pas forcément le mode d'emploi de chemin. Oui, on n'a pas le mode d'emploi, comme tu dis. Ni même la connaissance. Oui. Et déjà, tu vois, quand on est en relation, deux personnes, souvent, peu importe pourquoi, mais on ne dit pas comment on fonctionne. Ah. D'accord ? Ça serait tellement plus simple. Ok ? Alors, si, moi je le fais. Oui. Et je le fais, mais grâce à mon handicap. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas compris qu'en fait, pour fonctionner, faire société, il fallait que chacun partage le monde d'emploi. Moi, je croyais que, en fait, pour que ma relation à moi se passe bien avec une personne, il fallait que je partage le monde d'emploi de personnes en situation de handicap, donc par rapport à mon handicap. C'est-à-dire ce que je peux faire dans une relation de manière très fluide, facile, ce qui est impossible pour moi. Et cette fameuse zone grise entre les deux, qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire naturellement, facilement, de manière fluide, mais si on a de la sensibilisation à faire, la personne ne la fera pas vers nous, ou on peut mettre en place de la technologie, ou des appareils, enfin de la technologie. Ou après de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, je me suis rendu compte de ça déjà, que le simple fait, au fait d'expliquer mon univers, c'est un petit peu comme si je donnais une carte, une boussole à une personne qui venait d'un pays étranger. Donc, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de « oulala, comment je vais faire », mais que les questions ou des réponses. Et il y a un mode d'emploi pour être sûr qu'à chaque fois, ça se passe très bien. Mais je n'ai pas du tout transposé au reste de ma vie. Et un jour, je me suis retrouvée dans une configuration où, comme je suis hyper sensible, en fait, pas que sourde, le non-verbal n'a pas vraiment de secret pour moi. Alors, il y a quelques personnes qui parlent quand même à travers le maille du filet, mais globalement, il y a une hypersensibilité à ce sujet. Et je me suis retrouvée dans une configuration où, autour de moi, en fait, beaucoup de personnes portaient un masque. Et je le savais, je le voyais, c'était écrit, mais comme le nez au milieu de la figure. Et en fait, c'est là où j'ai fait la connexion, parce que je me suis dit, mais si tout le monde partageait ce monde d'emploi, partageait sa vulnérabilité, non pas en mode thérapie, mais plutôt en mode, ce n'est pas mon point fort. Au revoir, mon point fort est celui-ci. Et que l'équipe, ensuite, partageait justement à la fois ses forces et ses faiblesses pour soit aider sur les faiblesses parce que des connaissances n'ont pas été acquises, soit parce que c'est ça qui fait que professionnellement, on n'a pas exactement le résultat qu'on souhaite. J'ai des compétences que tu n'as pas, donc toi, tu as des compétences que je n'ai pas, on fait des choses. Et quand j'ai compris ça, mais je l'ai transposé partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment d'être actrice de ma vie. Et en plus,
quasiment, quelles que soient les personnes en face de moi, j'ai l'impression d'avoir une relation qui est souvent profonde, sincère, avec énormément de confidence en face. Et au début, ils me disaient, bah oui, mais c'est normal, c'est avec mon handicap. Les gens, en fait, ne me voient pas comme une personne avec laquelle ils doivent se mettre en compétition, avec laquelle ils doivent jouer les parfaits, parce qu'on est déjà en bas, donc tout va bien. Et en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je posais toujours la bonne question et je me rendais compte qu'il y avait évidemment détecté la faille et que justement, pour moi, ce n'était pas un problème. Vulnérabilité. Moi, j'aime bien parler de ce sujet de la vulnérabilité parce que pour moi, la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. Ça veut dire que... Ah, mais je suis sûre, c'est le sujet de ma prochaine conférence d'ailleurs. Okay. Bah, tu sais que je travaille avec les éléphants et c'est le sujet quand je travaille avec les éléphants. D'amener les gens à prendre conscience de leur vulnérabilité pour pouvoir enfin oser accepter leur puissance. Voilà, c'est tout le travail qu'on fait. Donc, ça me parle beaucoup, bien sûr, ce sujet. Je voulais revenir sur les stratégies qu'on a tous, que toi, tu as dû avoir aussi. Alors, pas seulement le masque. Le masque, c'est une stratégie liée à nos peurs, bien sûr, mais il y a aussi tous les codes qui ne sont pas évidents en société, surtout dans des très grosses sociétés. Si on reprend, tu étais chez AXA, dans une très grosse société, donc en plus même si ça vient de la France, il y a beaucoup de pays qui pouvaient être impliqués, j'imagine. Plus tu es à la direction générale, plus tu es impliqué avec d'autres langages. Et puis, il y a le fait qu'il y a des codes très particuliers dans chacune des entreprises, en particulier dans une entreprise comme l'assurance, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui t'a fait avancer ou qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que toi, tu avais aussi un avantage, tu vois, pour moi, puisque tu as une autre écoute, un autre regard. L'avantage énorme que j'avais, c'est que déjà j'ai reçu une éducation très codifiée, avec une maman très sévère, stricte, dans un milieu un peu d'excellence. Et en plus, j'avais cette double éducation du père babacool, qui faisait que j'étais devenue une espèce de caméléon. D'un côté, j'étais ultra strict, un établissement privé. Quand j'étais jeune, le serre-tête à la Marseillaise, le col Claudine, les petites surquettes blanches d'hôtel, Voilà, j'imagine, je vois bien les photos. Et de l'autre côté, en vacances, il y avait le jean troué, je pataugeais de la boue, et puis je me coiffe pas le matin, et puis je fous, et puis le devoir, je tape, bref. Et donc, c'est vrai que déjà, de vivre ce grand écart, pour moi, était très compliqué, évidemment, parce qu'il y avait toujours l'impression de ne pas faire plaisir à un des parents en étant moi-même. Donc, j'étais obligée de jouer avec les deux éducations. Et quand je suis arrivée en entreprise, c'était exactement la même chose. Sauf que l'avantage, forcément, que j'ai développé entre ma surdité et cette éducation un peu grand écart, c'est l'observation. Et donc, très vite, j'ai compris plein de codes, mais de manière implicite. Et après, j'ai fait la naïve, c'est-à-dire qu'on mettait le pied dans le plat. Mais il faut savoir mettre le pied dans le plat avec les bonnes personnes. Et au bon moment, peut-être? Non. Non, tu peux le mettre n'importe quand? Ça, c'est pas forcément important. Non, ce qui est important, c'est que les bonnes personnes. Et les bonnes personnes en entreprise, pour beaucoup de choses, sont très sous-estimées. Ce sont les assistants des patrons et les seniors. Les assistants des patrons, elles connaissent la boîte mieux que personne. Et en plus, elles ne sont pas forcément toujours valorisées. Donc, quand on va leur demander des conseils, quand on leur demande, mais j'aimerais bien faire comme ceci, comme cela, qu'est-ce que vous a passé, et est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui parlerait à votre patron, à votre... Ah, moi, je suis ravie d'aider. Donc, forcément, en termes de stratégie, ça contribue à présenter les choses de la bonne façon. Et puis, ça permet aussi d'avoir des infos sur le taux d'attention, sur est-ce que ce soit les chiffres, est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est
la réussite du projet, le plus important pour cette personne. Donc, bref, en fait, on découvre plein de connes comme ça. Et puis après, il y a aussi le fait que il y a quand même un avantage assez intéressant à être différent. Et encore plus quand on est en situation de handicap, c'est que les gens nous sous-estiment tellement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore une fois, que quand on fait différemment, ils se disent bah, c'est normal, elle est handicapée, elle n'a pas trop le code, elle ne comprend rien, et tout ça, donc ça passe. Ce qui fait que si parfois vous n'avez pas de code, ça passe crème. Et en plus, si je choisissais volontairement de ne pas appliquer ces codes, en fait, ça générait des discussions, etc. Et parfois, une remise en question des codes. Donc, ça crée quelque part un espace de respiration, et puis un espace de... mais en fait, on a toujours fait comme ça, mais que ça a du sens, parce que c'est vrai que quand même, la façon de faire de Virginie, ça fait tout bien. Voilà. Et en plus, il y avait ce côté, je traite tout le monde de la même façon. Parce que justement, comme je ne suis pas traitée moi de la même façon, ça m'insupportait. Donc, je me suis toujours dit, puissant ou misérable, connu, pas connu, j'ai le même respect pour tout le monde. Et donc, forcément, au bout d'un moment, pas avec les puissants, mais avec ceux qu'on ne considère pas forcément, il n'y a plus de code. C'est l'amitié qui prend la place. C'est la relation humaine. C'est, en fait, on n'est pas que des numéros, on n'est pas que là pour le travail, on est là aussi pour vivre quelque chose ensemble. Et ça développe aussi forcément une espèce de solidarité, une espèce d'entraide, une espèce de libération de la parole, où les gens partagent des expériences, alors pas toujours positives bien sûr, mais c'est intéressant parce que des expériences des autres, on attire des leçons et on grandit plus vite. Donc si je comprends bien, tu nous invites à accepter notre vulnérabilité, en donnant nos codes, idéalement, mode d'emploi, idéalement aussi d'accepter d'être peut-être bouger dans nos certitudes en allant aussi discuter avec ceux qui semblent ne rien savoir ou qui semblent ne pas être utiles dans l'organisation ou qui semblent pas être utiles, je pense que c'est pas le bon mot, mais non stratégiques, mais qui peuvent l'être d'autant plus. Ah bah... Ceux qui voient et entendent. Ceux qui voient et entendent. Aussi. Ceux qui voulaient entendre. C'est-à-dire que quand tu es une assistante, tu vois et tu entends et tu vois d'autres choses. Tu vois, sans arrêt. Sans arrêt, parce que justement, comme je suis atypique, à la fois, je rentre dans le moule, donc je reprends. Parce qu'on est obligé, quelque part, de rentrer dans le moule pour comprendre. Comprendre notre prise, comprendre les attentes, comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre les valeurs, comprendre la stratégie, comprendre l'ambition, comprendre, enfin tout ça. Et puis, comme on est différent, forcément, il y a des choses qui nous choquent. Il y a des choses qui nous moquent. Il y a des choses qu'on ferait évidemment différemment, mais pour ça, on n'a pas besoin d'être différent. En fait, on est tous différents, mais la particularité d'avoir peut-être un handicap ou d'avoir, c'est qu'en plus, on a des limitations physiques. Il faut que, avec la même énergie, on doit faire, non, avec moins d'énergie, on doit faire autre chose. Donc, il faut forcément développer des stratégies différentes, des organisations différentes. Il faut forcément faire preuve de créativité. Et donc, quand je voyais des choses, on a jamais l'air de dire, oh là là, c'est ultra compliqué, je ne comprends rien et tout ça. Mon cerveau, lui, il était déjà en mode, alors on pourrait faire comme ci, et si on essayait ça, et puis... Donc,
il adorait ça. En fait, ce côté couteau suisse, finalement. Mais le paradoxe, c'est que je n'avais pas conscience à ce moment-là non plus que j'étais un atout. Donc, en fait, je voulais tellement rester dans le moule par peur de déroger, par peur que mon handicap pèse sur les autres. Ce qui fait que toutes les choses un peu comme ça, surprenantes, on pouvait améliorer un process, on pouvait peut-être stratégiquement agir différemment, parler plus vite, parler plus haut. Je gardais ce pour moi. Et ce n'est qu'au fur et à mesure du temps, quand j'ai eu une ou deux fois des managers plus à l'écoute que d'autres, et puis qui aimaient bien ma façon de raisonner, qui aimaient bien, et qui reprenaient mes idées après. Alors, soit ils me les attribuaient, soit ils ne me les attribuaient pas, c'était pas le sujet. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, que là-dessus, j'étais différent des autres. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vie montre petit à petit que nos différences, nos vulnérabilités ne sont pas forcément un problème, mais c'est plutôt, quand on les accepte, moteur de développement de qualité, soit pour compenser au départ, soit pour cacher, soit pour finalement arriver au même résultat que les autres, mais en n'ayant pas les mêmes outils, pas les mêmes possibilités non plus. Et ça, c'est éminemment intéressant pour une entreprise. Et c'est éminemment intéressant aussi pour nous, pour asseoir une confiance en soi qui n'est pas forcément évidente au départ. Je vais revenir sur une des choses qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps et je t'ai posé une question et je n'ai pas eu la réponse, donc je voudrais l'avoir ce soir, aujourd'hui. C'est à propos du fait que les gens qui ont un handicap, une différence forte, c'est pas toujours un handicap, mais une différence forte, en fait, ont trouvé des solutions avant pour eux, dans leur vie, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, et que souvent, c'est pas à ces gens-là qu'on vient poser ces questions. Alors tu parlais notamment de plein de difficultés qu'ont les seniors à vivre, et que les handicapés, je mets un guillemet, parce qu'il n'y a pas que les handicapés, ont déjà la réponse, parce qu'eux, ils ont déjà eu à le vivre. Ah oui, non, mais peu à plus, ils le vivent jeunes, oui. Donc ils le vivent avec une énergie différente, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est faire comme les autres. Alors que la personne qui vieillit se dit, au fait, c'est la fin de ma vie normale, et ça fait partie du processus qui me rapproche de la mort. En fait, donc ils sont dans une acceptation, résignation, un mode d'espoir. Le handicap, lui, il n'est pas du tout. Alors évidemment, celui qui devient en situation de handicap passe par une phase de colère, de désespoir, de pourquoi moi, saloperie de vie, etc. Mais à un moment donné, une fois qu'il a bien déprimé, il rebondit. Oui, il cherche à rebondir. Et ce que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est ce rapport, justement, de séparation, alors que les problématiques sont exactement les mêmes. Je me sens inutile. J'ai une perte d'autonomie énorme. Et forcément, comme une perte d'autonomie énorme, quelque part, il y a une exclusion naturelle qui se fait avec un isolement, avec... voilà. Sauf que c'est le quotidien d'une personne en situation de handicap. Et il y en a plein qui ont trouvé des solutions. Sauf que, comme les personnes elles-mêmes se considèrent un peu comme des déchets de la société, puisqu'il y a le parfait et il y a les autres. Les prototypes. Et puis les prototypes, parfois bien ratés. Donc, je n'ai même pas idée que ce que je développe pour moi, dans mon désespoir, puisse servir à d'autres. Donc, il n'y a absolument pas de passerelle, de pont, ça commence à se faire, mais ça se fait parce qu'on a une souffrance psychologique de part ou d'autre, ou
parce qu'il y a des personnes de la famille, de la personne âgée, qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, ou des métiers qui leur ont permis d'avoir cette information. Tu pourrais donner un exemple ? Des ergothérapeutes, des kinés, des orthophonistes, des professionnels qui reprennent. Un exemple concret de choses qui pourraient être transférées, de savoir-faire, de savoir-être. Alors, je vais me faire plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Surdité. Oui. La surdité, c'est le handicap le plus important en France. Alors, on va débattre, parce qu'après, il y a des familles de handicap, mais en tout cas, le handicap isolé, le plus important en France, parce qu'on est 6 millions. Mais de la population active, c'est-à-dire entre 15 et 65 ans. Et vous rajoutez à ça les personnes âgées. Et on a des études qui disent sans arrêt, de toute façon, la surdité contribue à accélérer l'apparition de la maladie d'Alzheimer et la dépression de la personne âgée. Donc la première fois que j'ai lu ça, mais je me suis dit, ah ben voilà, ça y est, on est encore en train de taper sur les sûrs, il y en a marre, nanana. Et après, j'ai pris un petit peu de recul parce que c'est normal, ça va bien 5 minutes. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'énerve parce que ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai déjà trouvé les solutions, c'est-à-dire que moi, avec une surdité importante, qui est proche de la surdité totale, c'est-à-dire qu'on a 4 degrés de surdité, sur le 4e, et sur le 4e degré, je ne sais pas pourquoi, il doit rajouter 3 petits niveaux, et moi, je suis au 3e, donc le dernier avec la surdité totale. Et pourtant, je téléphone, je regarde la télé, je vais au cinéma, au théâtre, je fais des formations, je suis conférencière, j'ai une vie en fait normale. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui rêveraient d'avoir mes secrets. Et pourtant, personne ne me demande comment je fais. Personne. Alors je te demande comment tu fais. Je me dis, c'est quand même incroyable. Parce qu'en fait, je les repose à cette accélération de l'arrivée de la maladie d'Alzheimer et cette dépression. Et c'est ultra simple. Et ça ne me coûte pas forcément un centime, donc il n'y a même pas le truc hyper compliqué, où là là, il faut faire des démarches, ah là là, mais il n'y a pas de moyens, nanana. Et c'est ça, en fait, qui est drôle, c'est qu'on est dans une société où on n'a jamais eu autant d'informations. Et paradoxalement, on n'a jamais été autant souffrant. Alors que les réponses sont là. Alors, est-ce que tu veux nous donner un secret pour empêcher ce système ? Un secret, je dirais, pour ne pas vivre cette dépression ou ne pas aller vers Alzheimer. C'est quoi ton secret ? Qu'est-ce que tu as compris, toi ? C'est que, en fait, les solutions pour permettre de compenser une perte auditive existent. C'est-à-dire que pour le téléphone, par exemple, on n'est pas isolé, on peut continuer à appeler nos amis, notre famille, à être appelé. Il y a une application qui s'appelle Roger Voice. D'accord. Et cette application permet, quand vous appelez, donc elle est sur votre téléphone, que la personne que vous appelez vous entende comme dans une conversation normale, et elle, quand elle vous répond, c'est écrit. Donc en fait, on n'a même plus à se dire, oh là là, j'ai peur de ne pas comprendre, ou de comprendre de travers. En fait, c'est écrit. Quand il laisse des messages sur le répondeur, c'est écrit par écrit. Donc en fait, il y a plein de solutions comme ça. Par exemple, quand on fait une machine à laver le linge ou le lave-vaisselle, il y a un petit bip apparemment quand le cycle est terminé. Mais je peux avoir une alerte par mon téléphone. Donc, tout peut être connecté. Et puis en plus, j'ai quand même cet avantage énorme de pouvoir dormir, même quand il y a la fête à côté de moi, même quand il y a des feux d'artifice, même quand il y a des orages épouvantables. Les gens qui ronflent, mon chéri ronfle apparemment de manière épouvantable. Et il dit, mais je suis tombée sur la femme idéale, la seule qui m'accepte dans mon lit. Donc c'est un avantage énorme. C'est ça. Donc, voilà. Oui. En fait, ouais. Concrètement, il y a des solutions.
Simplement, il faut oser poser la question à ceux qui les utilisent. Exactement. Et puis, il faut arrêter avec ces complexes de supériorité. Parce que quand on a de l'ego, on passe souvent à côté Bien sûr. des gens qui ont la réponse. Parce qu'en fait, on se dit, non, mais ces gars-là, même pas au rêve. En fait, tu aurais juste gagner un petit peu de temps et un peu de connaissance. Alors, j'entends encore ton énervement ou ta colère sur le sujet. Moi, je me suis aperçu que les gens qui étaient arrogants, j'ai vécu des choses moins fortes que toi, mais presque, j'ai envie de dire, très comparables, en allant dans des pays étrangers. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup. J'ai compté 43 pays dans lesquels j'ai travaillé, et donc je ne parlais pas la langue. Et à l'époque, il n'y avait pas de traducteur en dehors de quelqu'un, une personne qui traduisait. Et quand elle traduisait, j'étais jamais sûr qu'elle traduisait correctement, parce que souvent, et c'est ça qui a fait une partie de mes connaissances de mon métier, c'est que je sais regarder dans les yeux des gens pour savoir s'ils me disent la vérité. Enfin, est-ce qu'ils sont en accord, s'ils sont cohérents. Tu vois ce que tu parlais tout à l'heure. Et je me suis aperçu le nombre de fois où je disais au traducteur, non, tu dis pas ce qu'il a dit. Je ne savais pas ce qu'il avait vraiment dit, mais je savais que c'était pas ça. Parce que je voyais une difficulté, par exemple, sur le visage de la personne, et que la traduction disait « ça va bien ». Et non, ça allait pas bien. Ou quelque chose de différent. Mais en fait, on le voit aussi avec les micro-expressions du visage, ou le comportement qui suit la traduction. Qui n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on vient de dire. Et moi, pas que le visage, tu vois, j'ai longtemps... moi, je suis un hypersensible du corps. Donc je te ressens là, je peux dire ton rythme cardiaque. Tu vois, je suis très habitué à... Alors je fais ça avec les animaux aussi tout le temps, donc j'ai aussi une habitude de cette cohérence cardiaque, de ressentir les gens. Et donc je ressentais les gens et je voyais bien que c'était différent. Et ça m'a donné souvent un moyen, parce que des fois j'étais frustré de ne pas pouvoir dire les choses, tu vois, parce que j'avais pas les mots, même si moi je pouvais parler, mais pas les mots. Et les gens me disaient, mais on te comprend bien Hervé, en espagnol, en anglais, on te comprend bien. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pas assez précis, tu vois. Et quand tu vis dans des pays dans lesquels moi j'avais des directions générales aussi à gérer, et que tu voyais bien qu'il y avait des conversations que je n'avais pas avec les gens parce que je n'étais pas un local. Alors à la fois j'avais aussi comme toi la chance de jouer l'ingénu. J'ai souvent fait ça en disant « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris », alors que j'avais très bien compris, ça me laissait du temps pour répondre autrement et de réfléchir. Mais j'ai vécu un peu de ce que tu as dit là, et sur la vulnérabilité. Moi, j'ai souvent joué ça, ma vulnérabilité du français qui ne parle pas bien la langue, ou qui ne parle pas la langue du tout, même si je comprenais. Pas pour espionner, hein, juste parce qu'en fait, ça me laissait du temps, parce que j'étais jeune à la direction générale et j'avais besoin... peut-être d'assurance pour être sûr. Et je me suis aperçu que tous les gens qui étaient arrogants, tous les gens qui étaient condescendants, sans exception, étaient des gens qui manquaient de confiance en eux. Ah oui. Et moi, justement, tout ça m'avait donné beaucoup de confiance en moi en me disant « Ok, c'est pas grave. Si j'y arrive pas tout de suite, je vais y arriver après. » Et je suis très tenace, donc j'ai appris à développer cette confiance que... à un moment donné, je vais y arriver, je vais passer, on va arriver à un accord, par exemple. Et je voyais les gens en face qui, eux, n'avaient pas cette assurance que j'avais. Et donc, je voyais à quel point la condescendance était le moyen d'arrêter la discussion, de stopper notre relation parce que eux avaient peur, pas moi. Et je pense que... Et j'entends beaucoup... Enfin, ça fait écho quand tu me parles... De ces souvenirs de tout ça, tu vois, pour moi. Oui, mais moi aussi, ça me parle énormément parce que même sans forcément avoir de problème de compréhension d'une langue ou de communication, moi aussi, j'ai travaillé dans des pays étrangers, j'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé en Suisse. Et en Suisse, la grande particularité, c'est que c'est un tout petit pays, mais dans lequel il y a trois régions. Oui, mais... non seulement des langues, mais en plus des modes de fonctionnement très différents. Bien sûr, oui. Et donc, je voyais bien qu'en Suisse, il y avait intégré culturellement, en fait, cette
cette ouverture d'esprit naturelle qui fait que personne n'était arrogant avec personne, il n'y avait pas une religion supérieure à une autre, une langue supérieure à une autre. En fait, tout le monde assumait cette vulnérabilité, qu'on ne comprenait pas toujours hyper bien. Et en revanche, en France, dans mon pays d'origine, j'étais impressionnée de voir que dans des situations similaires en termes de vulnérabilité, il y avait des blocages. Et en plus, j'ai toujours été étonnée aussi de constater que la France, au siècle dernier, il y a 2 siècles, était en fait un pays qui n'était pas limité à la France. Il y avait toutes les colonies, plus tous les partenariats, si je veux rester poli. Oui. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on a une telle diversité finalement culturelle, de langue, de machin, aujourd'hui, on n'a pas eu cette acquisition culturelle que les Suisses ont dans la même situation. Et qu'en plus, on a vraiment d'énormes problèmes avec la couleur de peau, avec la religion, avec... alors qu'ils faisaient partie, en fait, de notre territoire au sens large du terme. Et il me dit, mais en fait, au secret aussi, des vulnérabilités qui peuvent s'expliquer peut-être par une arrogance du colon, par... Bien sûr. Alors que les Suisses, eux, n'ont pas eu cette démarche, ils n'étaient pas colonisateurs. Alors l'histoire de France est oui, mais c'est intéressant de voir la transposition sûr, de la vie professionnelle. Et est-ce que tu as envie de partager avec nous peut-être ta plus belle traversée, je dirais, positive? Toi, qu'est-ce que cette vie t'a permis de vivre d'extraordinaire? Voilà, beaucoup de choses. beaucoup de choses. Je fais partie des gens qui ont eu la chance de faire le tour du monde. Je fais partie des gens qui ont eu la chance d'aller dans des endroits complètement dingues, à la fois vierges de toute civilisation, à la fois des lieux de pouvoir, à la fois des lieux d'exception, parce que préservation d'un patrimoine, parce que... Est-ce que tu peux donner un exemple? C'est toujours plus concret. Alors, oui, par exemple, pendant mon tour du monde, on a eu la chance d'avoir été parachuté sur une île où il n'y avait rien pendant 3 jours. Et en fait, on devait vivre à la Robinson Crusoe. Oui. Et c'était un tout petit îlot, bien sûr, mais qui était entouré de requins, donc il n'y avait même pas l'option. Je mets à pied dans la mer pour partir à la nage au courant. On avait les requins qui étaient à 1 mètre de la plage. Ça, c'était exceptionnel, avec une déconnexion totale et une connexion à la nature extraordinaire. Enfin, je me rappelle encore précisément de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 fois 24 heures. J'ai eu la chance... tu étais avec tes enfants quand tu as fait ça, ou tu étais avec tes enfants, ou vous étiez... Alors, nous étions en famille. Donc, il y avait la chance d'être avec mon papa et sa femme, avec mon mari, mon frère, sa femme et ma grand-mère. Ensuite, dans les endroits extraordinaires, par exemple, hier, je suis allée visiter la crypte de la cathédrale de Chartres pour son millénaire, c'est-à-dire que ça faisait 1000 ans que la construction de cette crypte avait été terminée. Mais je l'ai vécu dans des conditions VIP seules, avec la possibilité de me recueillir dans l'auditoire, avec en fait, à la fois ce poids des gens et à la fois cette légèreté que peut apporter le fait des lieux spirituels sans forcément être religieux. Après, c'est rencontrer des personnes qui peuvent être exceptionnelles par des postures de, par exemple, le président de la République,
Et après, donc, je crois que je me suis laissée embarquer, émerveiller par le champ des possibles de la vie. Parce qu'en fait, quand on connaît porter, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine qui passent. Et parfois, on ne croit pas, on dit non mais, réveillez-moi. Donc, j'entends qu'aujourd'hui, tu es passé de la femme en colère, même s'il y a encore de l'énervement. Hein. Alors, non, c'est pas de l'énervement, je n'ai plus. Ça l'a été, notamment pendant des années. Ça ne l'est plus. Aujourd'hui, je pense que je suis plutôt à la fois dans l'amusement. Parce que je me dis, c'est pas toujours... c'est le résultat d'un processus personnel de croissance, de prédation, et à la fois ce sentiment que quel dommage, quel gâchis. Donc il n'y a pas de la colère, mais c'est je dois accepter que chacun on a un niveau différent de ce chemin et que je ne suis pas forcément la bonne personne qui va faire passer au niveau supérieur et que je dois avoir cette humilité de me mêler de mes affaires. Voilà. Oui, et je comprends bien, l'humilité est la plus grande valeur, ou une des plus grandes vertus, peut-être par moments ce monde manque, comme le courage. Et justement, à quel endroit tu penses que tu as eu le plus de courage ? Ou ce qui t'a demandé le plus de courage ? Tellement de situations. J'ai plein de situations qui me viennent en tête. Faire une conférence en anglais, par exemple, ça a été mon Everest personnel. À la fois, parce que déjà le français avec l'anglais, aussi que pour beaucoup de gens, c'est un sujet. Oui. Mais en plus, ça a vraiment été une bataille intérieure avec mes croyances, mon blocage, cette peur de prendre la parole au public. Et en plus, rajouter mon accent à un accent français qui baragouine, cette peur de ne pas reprendre la question-réponse, cette peur de donner une mauvaise image de mon pays. Enfin, tu vois, je crois que je me suis inventé à peu près toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller. Et je me souviens même le jour où j'ai fait ma première conférence en anglais. J'ai failli faire demi-tour 3 fois, pendant l'heure de trajet qui a précédé évidemment l'intervention. Et même quand je suis arrivée, alors que j'étais sur scène, je me suis dit, ouf, il n'y a que 5 personnes pour assister à ma mort au direct. Donc j'ai même réussi ça, à me suicider sur place. Sauf que je n'avais pas forcément anticipé à ce moment-là que 5 minutes après avoir démarré ma conférence, 70 personnes en arrivaient. Et c'est cet assesseur émotionnel aussi qu'il a fallu gérer en me disant non, il ne jouera pas ça qu'à assister à ma mort, mais 73. Qu'est-ce que je fais ? Je plante direct ou je continue. Et c'est en fait cette dissociation permanente entre je veux, mais intérieurement, ça ne veut pas exactement moi. Et puis, c'est aussi toutes ces situations où on m'a mis par terre. Genre, j'avais quasiment terminé mes 8 années pour devenir avocate. Et je cherchais donc un stage pour valider mon diplôme d'avocat. Donc, c'est le stage un peu final, qui était indispensable. Et je postule dans un cabinet anglo-saxon parce que quand même, j'avais un peu d'ambition. Et puis, j'avais bien compris que l'élite n'était malheureusement pas le cabinet français, mais le cabinet anglo-saxon à Paris. Et que
je n'acceptais pas que parce qu'on avait un handicap, on n'avait pas le droit de postuler. Au meilleur. Sauf que je passe donc cet entretien qui m'avait été accordé. Évidemment, je n'avais pas du tout mentionné mon handicap sur le CV. On fait l'entretien et puis moi, je le précise quand même, parce que avec mon accent, c'est difficile de le cacher. Puis, ça se passe mais vraiment bien. On ne parle pas d'1 heure et demie et tout ça. Et on me dit non, mais là, c'est bon, c'est gagné. Donc, il y a plutôt confiance en moi. Et au moment où je me lève pour mettre mon manteau, prendre mon sac et partir, il y a des 2 associés qui me recevaient, m'attrapent par l'épaule, me retournent et me disent il faut quand même que je vous dise un truc. Je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. Et là, bon, déjà, je le trouve gonflé, mais c'est assez à prendre les sujets. Mais pour moi, le plus violent n'a pas été ça. Le plus violent, c'est que j'étais en train de me prendre de la figure que peut-être j'avais fait 8 ans d'études pour rien, que la profession n'allait pas m'accepter. Que c'était même pas le client le problème, c'était la profession. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc en fait, c'est des moments comme ça où on demande vraiment, on demande vraiment si on n'a pas quelque chose de complètement associé au nu, si on n'est pas dans le déni d'une vérité brutale et qui est celle qu'en fait ta vie est condamnée à être le canapé et les éducations. Et c'était tellement peur que j'avais envie de vivre. Donc c'était que paradoxe, en fait, permanent mais de toute façon, on ne veut pas de toi, mais arrête de t'obstiner. Donc, ça a été vraiment de toutes ces situations-là, parce que je n'ai pas eu une seule, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Mais en fait, c'est ma vie qui se joue. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, mais là, vous réveillez la tueuse qui a fait de vue. Et en même temps, je n'avais pas envie de vivre cette colère, sauf que c'était plus fort que moi. Et je me disais, je ne peux pas vivre permanence avec une bête. Je ne peux pas être permanence tirée vers le bas comme ça. Et donc, en fait, je pense que le courage a été aussi de me libérer de ça, de cette part d'ombre, de cette part d'animalité, on va dire, pour faire quelque chose, en fait, qui élève, mais qui nous rappelle aussi qu'on n'est pas là non plus pour tout accepter, pour laisser faire et pour... en fait, être la victime encore et encore. Qu'on a aussi des rôles à jouer, qu'on a aussi cette possibilité d'être acteur de sa vie. Mais ça va comment. Voilà. Superbe. Donc je passe de la colère à la résignation, et puis de la résignation à l'abnégation, l'envie. Moi, j'entends aussi plus que du courage, j'entends de la ténacité, j'entends aussi une forme d'humilité, de sagesse, de comprendre ce qui est possible que tu fasses toi, ce que tu peux toi influencer. En fait, je crois que c'est même pas ça. Parce que à l'époque, je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'humilité. Parce que comme j'étais en mode survie. Et que notre société, en fait, nous envoie pour réussir un modèle de force. Un modèle de... en fait, il y a des armes. Il faut que tu vas y arriver. Donc, j'étais pas forcément dans l'humilité. En revanche, j'étais obligée d'intégrer une partie de moi qui n'était pas rationnellement explicable. C'est-à-dire une partie de moi qui avait une toute petite voix
et qui me disait « Et si tu essayais ?» Simplement. Et si tu écoutais cette partie de toi qui pense que c'est possible, que tu peux y arriver. Sauf que quand on est très cartésien, quand on est nul en maths, mais pour autant passionné par les sciences, passionné par justement toute cette découverte qui mettait la science aux choses, et que ça, siècle après siècle, génération après génération, on n'arrivait toujours pas à l'expliquer. C'est compliqué de l'accepter. Compliqué que, encore une fois là-dessus, peut-être j'étais différente. Elle me disait, mais j'en ai marre d'être différente. J'aimerais tellement me retirer de la norme. Alors qu'aujourd'hui, il me dit merci de tous ces cadeaux. Alors, je te propose de conclure avec ces cadeaux. Ce serait lequel tu voudrais offrir à nos auditeurs? Quel est le cadeau que tu as envie d'offrir à nos auditeurs? Alors, je pense que si j'ai un conseil à donner avec beaucoup d'humilité, parce que je sais à quel point ce n'est pas facile, c'est d'explorer la part d'ombre de vos émotions. C'est-à-dire toute cette partie de vue qui est en colère, cette partie de vue qui reçoit de l'injustice, cette partie de vue qui reçoit en fait cette humiliation, et aller chercher ce qu'il y a derrière. Comprenez en fait ce qui se cache derrière les émotions. Par exemple, un exemple, parce qu'il y en a 1000, c'est que moi je n'avais pas compris au fait que j'étais en colère, que la colère était en fait une énergie qui pousse à l'action. Et qu'en plus, dans le fait d'agir, il y a plusieurs façons d'agir. Ce n'est pas parce que je suis en colère que je dois partir au combat, que je dois frapper, que je dois... En fait, c'est simplement le fait d'agir. On peut agir de manière apaisée, on peut agir de manière immédiate ou a posteriori, mais de toute façon, il y a une action à réfléchir et à mettre en place. Et quand j'ai compris tout ça, en fait, tout le champ des possibles de la réaction à une colère, parce qu'en fait, la colère, tout simplement, c'est que on n'a pas été respecté, que notre espace n'a pas été pris en considération. En fait, on a touché nos valeurs, on a touché ce qu'il y a de plus fondamental et de plus fondateur en nous. Et c'est ça qu'on doit protéger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des limites, ça veut dire ne pas se laisser faire, ça veut dire partir, ça veut dire plein de choses. Mais ça veut dire que on doit prendre soin de nous, là, en urgence. Et quand on comprend ça, et la même chose avec les autres émotions, en fait, ça nous donne une boussole pour mener une vie qui nous ressemble après. Et quand on mène une vie qui nous ressemble, en fait, c'est le début de l'épanouissement personnel, du bonheur. Merci sur ces mots de la boussole et de l'épanouissement personnel. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps, hors du temps, et en même temps même si tu t'en défends, pour moi, c'est une forme d'humilité que d'accepter à la fois de parler de ses faiblesses ou de ses vulnérabilités, de ses failles, et en même temps d'accepter de donner ses secrets ou ses... secrets, c'est pas obligatoirement le terme, mais peut-être ses astuces, c'est ce qu'on a, nos vérités, nos moyens pour réussir ou pour être heureux ou encore mieux s'accomplir. Merci. C'est un grand plaisir et je pense que l'humilité, c'est quelque chose qu'il y a qui après. Et c'est justement le fruit de l'expérience, l'apaisement aussi. Parce que justement, quand on explore sa part d'ombre, on se détache au fait de tout ce qui est lourd, qui nous tire vers le bas, etc. Et donc on est plus léger. Donc forcément, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc la vraie humilité,
Et si je fais une référence sur la vulnérabilité, et la vulnérabilité comme clé du leadership, c'est parce qu'en fait, je n'ai exploré vraiment sa puissance. Je fais partie des gens qu'on a toujours considérés comme des gens forts, comme des gens potentiellement inspirants. Simplement, ça n'a rien à voir. Quand on est en paix avec sa vulnérabilité, quand on n'a aucun problème, en fait, on a développé, mais pour en partager plein d'autres, parce qu'en fait, ça n'enlève rien à cette force. Et ça rend même les choses peut-être plus tangibles. Parce qu'en fait, ça fait tomber la cape du super-héros. Et ça reconnecte en fait chacun à notre humanité, qu'on a tous des moments compliqués. Et le fait de voir une personne être déjà passée par là, ça donne des réponses. Ça nous fait gagner du temps. Je dis, mais je suis normal en fait. Et puis surtout, quand on s'est libéré de ces vulnérabilités, en fait, ça nous permet aussi de ne plus y avoir peur, de ne plus y avoir de comportements qui cachent. Bien sûr. Et donc, d'avoir cette énergie pour libérer qui on est vraiment. Voilà, je vais terminer avec ça. Merci Virginie, à tout bientôt, on se retrouve bientôt dans la traversée. Au revoir. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.